Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire et avec nous ce matin. Alors pour ceux qui n'étaient pas là quand on l'a dit tout à l'heure, le webinaire sera enregistré, enfin est enregistré, pardon. Vous avez dû avoir l'annonce d'ailleurs. Donc si jamais vous ne voulez pas apparaître à l'écran, on vous invite à couper vos caméras. Comme ça, on n'aura pas de soucis pour pouvoir le diffuser par la suite et vous ne serez pas embêtés non plus. Voilà, bon, tout le monde a continué à arriver au fur et à mesure, mais les gens devraient recevoir la notification comme quoi c'est enregistré. Donc voilà. Pour les petites règles autour du webinaire, on vous demande aussi de bien vouloir éteindre vos micros, mais tout le monde l'a fait jusqu'à présent, donc c'est top. Comme ça, on n'aura pas de petits bruits d'interférence et on ne sera pas dérangé. Et du coup, on prévoit plusieurs temps aussi de questions-réponses pendant le webinaire. Donc, vous pourrez aussi prendre la parole sur la fin du webinaire pour poser vos questions. Et entre-temps, on vous invite à les poser dans le chat. À la fois, vous ne les oublierez pas. Et puis, on a Clotilde Sorine qui est là avec nous de la chaire agriculture urbaine aujourd'hui, qui va pouvoir aussi veiller à nous remonter toutes ces questions. On y répondra au maximum. Merci, Clotilde. Voilà, donc on vous invite à les écrire dans le chat et puis sur la fin du webinaire, on aura un temps où chacun pourra lever la main, prendre la parole. Je me présente rapidement. Moi, je suis Lucille Vigourou. Je suis chargée de projet au sein de l'association Lab 3S qui co-organise avec la chaire agriculture urbaine le webinaire d'aujourd'hui. Pour vous en dire un tout petit peu, très très succinctement pour ceux qui ne connaîtraient pas le Lab 3S. On est association partenaire de la chaire agriculture urbaine et du réseau OPA. On travaille sur les enjeux de transition écologique et d'alimentation en milieu urbain. Et on mène des projets qui mêlent action donc, avec les habitants et puis recherche avec le monde de la recherche. On met en commun les acteurs du territoire autour de la table et autour de nos projets, que ce soit les habitants, d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, des chercheurs et également les collectivités. Les collectivités. Voilà. Aujourd'hui, on se réunit pour vous partager le bilan du programme de recherche-action, l'expérimentation du potager à marmite qui a été mené à Bondy, sur la ville de Bondy, et plus précisément dans le quartier de Bondy-Nord. C'est un projet qui a duré 2 ans, entre 2021 et 2023. On est à cheval sur ces 3 années-là. C'est un projet qui est construit par le Lab 3S main dans la main avec la chaire agriculture urbaine d'AgroParisTech et également des partenaires de la ville de Bondy, alors qui sont plus précisément dans l'action sociale sur la ville de Bondy. Il y en a eu deux associations, l'association La Marmite, qui est un chantier d'insertion par l'activité professionnelle et un accueil de jour, l'association Rayon de Soleil, qui est en pied d'immeuble et qui accompagne les habitants sur l'aide administrative et puis aussi les sorties culturelles, hein. Euh, voilà, et un peu la vie de tous les jours. Et également la direction de la réussite éducative de la ville de Bondy et la maison de quartier Balavoine, rattachée à la ville également. C'est également, enfin, le projet du potager à marmite, il a été rendu possible par le soutien financier de la fondation, pardon, des solidarités urbaines, anciennement Fondation Paris Habitat, qu'on remercie du coup et qui normalement devrait être présent, je crois, dans les participants aujourd'hui. On a eu également un soutien du fonds de dotation Biocop et également de l'appel à projet INSAN de la part du département du coup. Ce matin, je suis accompagnée par Fanny Provence, qui est coordinatrice de la chaire agriculture urbaine. On a également la participation de Julia Gachet et de Louise Doglio, qui est ingénieure agronome. Alors, Fanny et Julia ont pris part, pardon, Fanny et Louise ont pris part au projet du potager à la marmite et elles seront avec moi aujourd'hui pour vous partager le bilan, les enseignements et ce qu'on a réalisé pendant ces 2 années-là. Du coup, pendant la prochaine heure et demie, c'est le timing qu'on s'est fixé pour ce webinaire. Fanny va nous faire un rappel sur le contexte et les origines du projet. Ensuite, Louise nous partagera les typologies des cuisines collectives. Elle a fait un travail de recherche autour du lien entre agriculture urbaine, cuisine collective, et du coup, voilà, elle partagera une partie de son travail. On aura un temps de questions-réponses. Je vous disais, on en aura un petit peu tout le long de ce webinaire. Et ensuite, on reviendra sur le constat, le bilan et les enseignements que je vous partagerai. Également, un petit mot sur les livrables qu'on est en train de finaliser de produire, qui seront accessibles
en open source et que vous pourrez consulter dans les semaines qui vont arriver. Et enfin, on aura un second temps d'échange. On prendra à nouveau les questions dans le chat et puis voilà, là, vous pourrez éventuellement lever la main, rallumer vos micros et on sera sur un temps un petit peu moins plénière euh, voilà, pour échanger autour du projet. Et bah, du coup, sans plus tarder, je vais donner la parole à Fanny. Merci Lucille. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Lucille m'a déjà présenté, mais je voulais juste dire brièvement que la chaire agriculture urbaine, elle est portée par la Fondation Agroparité qui existe depuis 2018. Et donc, nous menons très concrètement de la recherche-action. Nous animons un réseau d'acteurs sur les liens entre agriculture urbaine et précarité alimentaire qui s'appelle le réseau OPA et qui est animé par Clotilde ici présente. Et puis, nous faisons aussi également des sessions de sensibilisation et de formation auprès des acteurs de terrain. Et donc, nous sommes partenaires du Lab 3S maintenant depuis de nombreuses années. En effet, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur l'historique et le contexte de ce projet-là. Et donc, nous, déjà, dans le cadre de la chaire, on a un axe prioritaire de recherche qui porte sur l'accessibilité alimentaire et notamment plus spécifiquement sur comment certaines formes d'agriculture urbaine peuvent contribuer à lutter contre les précarités alimentaires. Nous travaillons pardon, sur voilà, les liens entre formes d'agriculture urbaine et comment elles peuvent notamment contribuer à lutter contre les précarités alimentaires. Et donc, en ce sens, nous avons travaillé sur différents types d'études, notamment des travaux sur les formes de production, autoproduction et les liens avec la transformation alimentaire. Le constat, c'était qu'au-delà de pouvoir fournir des produits frais à des publics qui n'ont pas toujours l'accès, encore faut-il qu'ils disposent d'espace et d'équipements pour pouvoir transformer ces produits frais, et ce qui n'est aujourd'hui pas toujours le cas dans de nombreux centres d'hébergement d'urgence ou hôtels sociaux. Donc, nous avons commencé à explorer cette question au travers d'une première étude menée par Clémence Maresco en 2020, qui visait à étudier des projets de transformation alimentaire à partir de produits de l'agriculture urbaine et ou locale, et tout ça en impliquant à divers degrés des publics en situation de précarité. Et donc, elle a révélé différents types de projets tout au long de cette étude, et notamment révélé l'intérêt des cuisines collectives telles qu'existant au Canada, comme un outil qui serait pertinent pour faciliter l'accès à une alimentation choisie de qualité et économique via la mise en place d'espaces, euh, enfin la mise en commun plutôt d'espaces, d'équipements et d'aliments. Donc là, c'était une première étude voilà, qui a révélé l'intérêt de ces cuisines-là. Ensuite, nous avons souhaité approfondir un peu plus cette question des cuisines collectives au travers d'un projet ingénieur qui visait à étudier la diversité de ces formes de cuisine collective en France, mais aussi à l'étranger. Cet approfondissement, il nous a permis notamment de découvrir l'existence d'une grande diversité de projets, des projets différents tant dans leur mode de gouvernance, dans leur forme d'approvisionnement, mais également de fonctionnement global de la structure. Et donc, à la suite de ça, on a souhaité partager un peu ces résultats et notamment donner la parole à 5 acteurs français qui portaient des projets assimilés à des cuisines collectives telles qu'on les avait découvertes au Canada, et pour présenter justement les contours de cette diversité spécifiquement à l'échelle française. Et donc, Julia a notamment mis dans le chat les résultats de ces travaux qui sont disponibles sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Lucille, tu peux changer la slide. Et donc, voilà, on avait déjà avancé sur ce sujet des cuisines collectives et on a souhaité, au-delà d'approfondir les connaissances un peu scientifiques, ou en tout cas les connaissances sur ce sujet, il nous a semblé intéressant de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire à aller expérimenter sur le terrain, et notamment expérimenter le couplage entre espaces de production au travers de jardins et espaces de transformation partagés via des cuisines collectives. Et donc, c'est comme ça qu'avec des discussions euh, menées avec le Lab 3S, nous avons souhaité expérimenter et donc répondre notamment à l'appel à projet de la Fondation des solidarités urbaines, qui proposait un appel à projet portant sur les espaces communs, espaces étant partagés, donc qui correspondait très bien à notre projet, donc qu'on a intitulé Du potager à la marmite, justement, pour montrer les liens entre production et transformation alimentaire.
Et donc, notre objectif était d'expérimenter ce couplage au sein des quartiers nord de Bondy et de voir comment ce couplage pourrait permettre de favoriser l'accès à une alimentation choisie, saine et durable, et également de voir comment ces habitants peuvent se réapproprier ces espaces-là, donc ces espaces communs de la ville, et quelle dynamique, quel transfert de savoir se font dans ces espaces-là et quel type d'organisation se mettent en place. Tu peux également passer la slide. Et donc, au-delà de l'opportunité d'avoir cet appel à projet qui répondait tout à fait à notre objectif d'expérimentation, il y a un contexte social à Bondy qui est assez intéressant pour pouvoir expérimenter là-bas ce projet-là. Donc, c'est voilà, une ville très peuplée, mais également très touchée par la précarité alimentaire. Il y a également, en termes de végétalisation et d'accès à des espaces verts et de production, finalement très peu d'espace disponible pour les habitants. Et sur le plan alimentaire, finalement, il y a certaines zones qui peuvent être qualifiées de désert alimentaire, notamment par manque d'accès comment dire, des commerces d'alimentation durable ou autres. Et en parallèle de ça, on avait déjà travaillé avec le Lab 3S, donc comme je le disais, mais sur une étude, des études sociologiques en 2021 pour justement mieux comprendre quelles étaient les attentes des habitants et comment on pouvait répondre davantage à leurs besoins. Et donc, ce qui ressortait, c'était qu'il y avait des attentes fortes des habitants d'avoir accès à plus de jardins et à des espaces de production et un besoin d'être accompagnés pour développer davantage leurs compétences agricoles et culinaires. Donc, sachant que certains habitants avaient déjà ces connaissances et compétences qu'ils souhaitaient aussi faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Et tu peux passer la dernière slide pour moi. Et donc, voilà, la première étape, après avoir identifié voilà, nos objectifs, c'était d'aller aller à la recherche, à la rencontre plutôt des partenaires du terrain et à intégrer dans notre projet. Et donc, on a bien sûr identifié des acteurs qui étaient proches géographiquement du site du Lab 3S et qui disposaient à la fois de cuisine, mais aussi de jardin pour justement pouvoir expérimenter le couplage de dispositifs et mettre en place du coup des ateliers par groupe. Donc 2 jardins partagés, un au Lab 3S et au sein de l'association Rayon de Soleil, et puis 2 cuisines, donc la marmite et puis la ville de Bondy. Et donc, on a identifié ces acteurs-là. Et avant d'aller plus dans la conception même de ces espaces de production et de transformation, on a eu besoin d'avoir un éclairage un peu plus prononcé sur le fonctionnement de ces cuisines collectives et notamment leur gestion en termes d'approvisionnement alimentaire, de façon à pouvoir mieux le mettre en place et l'adapter au projet du potager à la marmite. Et donc, c'est justement le travail qu'a réalisé Louise Dolio lors de son stage de fin d'études. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous présente quelques-uns des résultats de son travail et puis pouvoir nous éclairer sur ces fameuses cuisines collectives. Oui, merci beaucoup Fanny. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, mon stage s'est inscrit dans l'approfondissement voilà, des questionnements de la chaire sur les cuisines collectives et l'agriculture urbaine comme outil de lutte contre la précarité alimentaire. Donc c'est encore une fois une réflexion qui part du constat de la complexité et de la multiplicité des dimensions de l'accès à l'alimentation. Et donc c'est un constat qui pousse à chercher des réponses basées sur l'autonomie des personnes plutôt que sur la dépendance à un système d'aide d'urgence comme on le connaît dans l'aide alimentaire. Et donc, dans ce contexte, le concept de cuisine collective, c'est une proposition alternative basée sur l'autonomie des personnes, justement. Et donc, mon travail, c'était à la fois une recherche de fond sur le sujet des cuisines collectives dans une perspective de définition et de typologie,
et en même temps un questionnement sur la pertinence et déjà la possibilité de leur approvisionnement par l'agriculture urbaine. Et donc j'ai été présente au Lab 3S pendant la première saison du projet du potager à la marmite. Et donc ça a été pour moi vraiment un objet d'étude de la mise en pratique des leviers de ce couplage entre agriculture urbaine et cuisine collective. C'est bon pour cette slide. Merci. Et donc pour préciser ce qu'on entend par cuisine collective, donc c'est un dispositif, mais ça peut aussi désigner un lieu ou un ensemble de pratiques de mise en commun de ressources et d'espaces pour la préparation collective de repas. On trouve un vocabulaire diversifié, une cuisine communautaire, de quartier, cantine solidaire, etc. Mais ce qu'on retrouve, c'est toujours des valeurs fortes de partage des ressources et de savoir, d'autonomie et une horizontalité des relations au sein du groupe. Sur le plan historique, ces cuisines collectives, on les retrouve d'abord au Pérou dans les années 70 dans un contexte de grande crise économique et alimentaire. Euh, et ensuite, le concept a été importé au Québec dans les années 80 et 90 où elles ont vraiment pris leur essor et sont devenues des lieux structurants des quartiers. Et on en retrouve également en Europe, en particulier dans le cadre des luttes populaires où des cantines mobiles, collectives, sont le support qui permet aux luttes populaires de s'auto-alimenter au sens propre du terme. Et donc, dans ces formes historiques, on voit bien les différentes fonctions des cuisines collectives. Donc d'abord, l'idée de préparer un repas à bas coût pour toute la famille ou une communauté par des pratiques d'appoint et d'assemblage en optimisant les ressources lorsqu'elles sont restreintes. Ensuite, on a l'idée de sortir de l'isolement en s'impliquant dans un groupe et la cuisine peut devenir support d'entraide et d'émancipation des personnes. Et à plus large échelle, ce sont des lieux qui peuvent avoir un rôle de cohésion sociale. Ça peut être des lieux de discussion, de démocratie locale et même de support de revendications militantes. Voilà. Euh, Ensuite, euh, une fois défini le terme de cuisine collective, je me suis vraiment intéressée à la question des approvisionnements des cuisines collectives. Et donc, j'ai pu constater que ces approvisionnements reposent très souvent sur le don d'invendus et l'achat de produits en grande distribution. Et donc, en fait, on voit que, encore une fois, c'est le critère économique qui est limitant dans le choix des approvisionnements et que les structures qui mettent en place des cuisines collectives sont contraintes de faire des compromis entre quantité et qualité des denrées qui sont achetées ou récupérées. Et donc, dans la continuité de cette réflexion, l'idée d'avoir une source de production interne, autrement dit un jardin collectif à l'intérieur de la structure, pourrait être une façon de répondre au moins partiellement aux besoins en produits frais, tout en simplifiant la logistique et en diminuant le coût. Euh, le, le problème, si on veut, c'est que on voit que les logiques d'agriculture urbaine, de production locale, de circuits courts, etc., la préoccupation de l'alimentation durable d'une part, et la préoccupation économique et de cuisiner en commun pour réduire son budget alimentaire d'autre part, ce sont deux mouvements qui émergent dans des contextes socioculturels et géographiques assez cloisonnés. Et donc, en fait, tout le problème est un peu de faire converger ces deux mouvements pour donner de la légitimité et de l'efficacité au couplage entre autoproduction et autoconsommation, justement. C'est OK pour cette slide? OK. Et donc, les leviers de l'agriculture urbaine en tant que source d'approvisionnement des cuisines collectives, euh, d'abord, d'un point de vue quantitatif, l'agriculture urbaine fournit une production qui est certes à la marge en quantité par rapport aux besoins d'une cuisine collective, mais c'est une production qui est intéressante, notamment pour des produits à forte valeur ajoutée, les plantes aromatiques ou exotiques notamment, ou plus généralement des produits difficiles à trouver localement dans le commerce, d'autant plus dans les quartiers qualifiés de désert alimentaire. Du point de vue
du point de vue social et humain, ce sont des dispositifs qui permettent l'appropriation individuelle et collective des espaces du quartier et de l'alimentation par la mise en commun des ressources. C'est une fonction qui est maintenant bien connue et reconnue pour l'agriculture urbaine. Euh, et on peut souligner également l'importance de mobiliser différentes échelles de couplage entre production et transformation. Ça peut aller de la contractualisation de cuisine collective avec des agriculteurs périurbains à un partenariat local entre acteurs de quartier pour mettre à disposition des lieux et des animations autour de la cuisine et de la production pour les habitantes et les habitants. Et donc, c'est ce qui a été le cas avec le projet. Donc, j'ai remis le paramètre le détail du projet du potager à la marmite, également pour vous montrer les paramètres que j'ai choisi d'étudier dans mon étude des cuisines collectives au sens large. Donc, la définition du projet, les objectifs affichés, les publics concernés, les types d'approvisionnement et les choix, les critères de choix des denrées, les équipements de cuisine mis à disposition, le modèle économique ou de subvention et le lien éventuel avec l'agriculture urbaine. Donc ça, c'est des paramètres que j'ai étudiés euh, d'un point de vue, sur toutes les cuisines collectives que j'ai pu étudier et donc que j'ai appliquées au projet PAM. Et j'ai également remis les atouts et les contraintes du territoire, mais que Fanny vous a déjà présenté, donc je ne vais pas les redétailler, et pour lesquels je me suis appuyée sur les précédents travaux de la chaire. Donc le résultat de mon travail, ça a été de proposer une classification de la diversité des cuisines collectives. Ici, pour terminer, je me propose de rapprocher ma typologie du cas particulier du projet du potager à la marmite. Donc là, je commence par les deux modèles qui ressemblent le moins au projet PAM. Du coup, donc d'abord, j'ai pu identifier ce que j'ai appelé des restaurants solidaires, c'est-à-dire des lieux où toute personne peut venir prendre un repas cuisiné non pas par des cuisiniers professionnels, mais par des volontaires, souvent à prix libre ou solidaire. Donc ce sont des endroits qui ressemblent à des restaurants classiques, mais qui sont plus ouverts aux personnes en situation de précarité alimentaire et qui peuvent permettre voilà, de prendre un repas à l'extérieur et de consommer un plat éventuellement plus sophistiqué ou simplement qui sort de l'ordinaire. Là, on n'est pas du tout dans le cas de PAM puisqu'il ne s'agissait pas de restauration commerciale. Et d'autre part, les cuisines partagées, donc ce sont des dispositifs qui s'adressent aux personnes hébergées en CHRS, en hébergement d'urgence, donc qui n'ont pas de cuisine sur leur lieu de vie et qui proposent des créneaux hebdomadaires pour cuisiner et souvent accéder à d'autres services, notamment l'accès au droit et l'accès au logement, et donc qui constitue vraiment un système au croisement entre cuisine collective et aide alimentaire. Donc là non plus, ce n'était pas le modèle qui a été retenu pour le projet PAM, puisque on ne s'adressait pas à des publics en très grande précarité alimentaire et sans lieu de cuisine à domicile. Et donc sur la dernière slide, je présente les trois types de cuisine collective que j'ai pu identifier et qui se rapprocheraient du projet PAM. Donc d'abord le modèle tiers-lieu alimentaire. C'est un terme qu'on entend assez souvent maintenant, mais qui regroupe des réalités assez vastes. Mais ce qu'on peut trouver en commun, ce sont des lieux multifonctionnels qui revendiquent l'autonomie alimentaire et souvent rapprochent les enjeux écologiques de la lutte contre la précarité alimentaire et où on trouve souvent de l'agriculture urbaine intégrée dans le projet. Et donc, en cela, le projet PAM reprend l'aspect expérimental et engagé, le lien fort avec l'agriculture urbaine et la volonté d'autoproduire et d'autotransformer pour initier une boucle alimentaire locale et alternative. En revanche, le projet PAM gardait tout de même un lien institutionnel fort. Ce n'est pas un projet qui est né d'un mouvement citoyen et le projet ne disposait pas d'un lieu de vie centralisé avec cette idée de multifonctionnalité. Ensuite, euh, le modèle atelier-cuisine, donc ça, c'est ce qu'on regroupe sous ce terme, c'est les séances de cuisine en groupe de façon plus ou moins régulière. Et donc là, effectivement, dans le projet PAM, on retrouvait cet aspect pédagogique et de sensibilisation avec un encadrement professionnel, puisque des diététiciennes nutritionnistes sont intervenues sur les ateliers
et pas forcément de visée quantitative puisqu'il s'agissait de préparer un plat, mais pas de subvenir aux besoins alimentaires quantitativement des personnes. Et en revanche, le projet PAM avait vocation à se pérenniser ou du moins se prolonger au-delà du programme et d'autonomiser les publics, ce qui dépasse le simple concept d'atelier cuisine ponctuel. Et on avait cette horizontalité entre les participants n'ont pas forcément les ateliers de cuisine, c'est-à-dire l'idée n'était pas de prendre un cours de cuisine. Et enfin, le dernier modèle, celui que j'ai appelé cuisine collective au sens large, puisqu'en fait, c'est celui qui se rapproche le plus des cuisines collectives telles qu'on les trouve au Québec. Donc, un groupe qui se réunit régulièrement pour cuisiner pour leur famille ou leur communauté, en s'auto-organisant sur le choix de la recette, la planification des achats, la préparation et le partage de la nourriture. Et donc, dans ce modèle-là, on retrouve dans PAM l'idée d'auto-organisation, d'autonomie des participants, l'idée de batch cooking, c'est-à-dire à partir d'un panier alimentaire, de préparer le plus de plats, de portions avec des variantes possibles, et l'idée de cuisiner quand même à petit budget. En revanche, ce qui s'en différencie, c'est le fait que l'autonomie des personnes dans le cadre des ateliers PAM était limitée puisque l'accès aux lieux de culture et de transformation était limité, euh, et qu'il n'y avait pas de cofinancement par les participantes et les participants, c'est-à-dire que personne n'a déboursé d'argent pour faire les courses des ateliers PAM, ce qui n'est pas le cas dans les cuisines collectives, notamment québécoises, où les groupes s'autofinancent sur les courses alimentaires. Et donc, pour conclure, euh, j'ai vraiment pu sentir le fait que le projet PAM se situait vraiment à l'intersection de différents modèles de cuisine collective tels que j'avais pu les identifier dans la littérature et parmi mes recherches, et que le projet a vraiment cherché à s'adapter du mieux possible au contexte de Bondy et au public qui était visé et touché par le projet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à Fanny et à Louise pour leurs interventions et leur partage. Enfin, je vous le disais tout à l'heure en introduction, on a un petit temps de questions-réponses. On va peut-être en premier prendre les questions du chat, enfin, s'il y en a. Clotilde, c'est toi qui as la visibilité là-dessus. Oui, pour l'instant, j'ai pas de questions dans le chat et je pense qu'il y en aura peut-être plus tôt à la fin. Ok. Ok. Est-ce que, s'il n'y a pas de questions dans le chat, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Vous pouvez peut-être lever la main, comme ça on pourra vous voir et vous donner la parole. Ou Alors, alors vous si j'ai les une écrivez dans le question de Com là, quelle était la surface agricole cultivée dans les zones d'agriculture urbaine? Alors, sur le jardin du Lac 3S, si la question est ciblée sur le jardin du Lac 3S, on a 750 mètres carrés de potager. Initialement, on avait prévu, on a certaines parties qui sont en pleine terre, d'autres parties qui sont en bac, cultivées en bac. On avait au tout départ prévu de dédier les bacs, enfin une partie des bacs au projet du potager à marmite. Et finalement, dans la pratique, ce qui s'est fait, c'est qu'on a voilà, le projet du potager à marmite s'est fourni un peu partout dans le jardin, on va dire, puisqu'en fait le jardin il servait à fournir ce projet-là, mais également des habitants qui viennent 2 fois par semaine, qui entretiennent le jardin, voilà, qui l'utilisent comme leur jardin et qui repartent en fait avec ce qu'ils ont cultivé. Et finalement, l'entre-deux s'est fait de manière assez naturelle et assez facile. Après, pour les autres espaces d'agriculture urbaine qui ont été observés par Louise, je laisse peut-être répondre. Oui, alors en général, c'est des toutes petites surfaces je sais pas, je dirais moins de 500 mètres carrés, généralement quand c'est généralement des potagers de pieds d'immeubles ou d'interstices urbains, donc de très faibles surfaces.
sauf dans le cas, pardon, sauf dans le cas ce qu'on appelle les tiers-lieux alimentaires, où ça peut être du coup plus en périurbain ou voire en, en rural, enfin plutôt en périurbain, mais où, voilà, où on a un lieu qui s'implante avec une surface cultivable plus grande. Mais en général, enfin voilà, c'est des lieux qui s'éloignent de la problématique de précarité alimentaire, généralement. Merci Louise. J'ai une autre question. C'était sur comment étaient coordonnés les temps de récolte et les temps de transformation des denrées. Euh, du coup, Louise, est-ce que tu as un retour à nous faire par rapport à ton étude? Donc la question se pose sur le projet PAM ou généralement? Moi, je comprends que c'est sur le projet PAM. Ah, ok. Oui. Euh, Euh, du coup, ouais, pardon. Sur le projet PAM, comment est-ce que c'était coordonné? En fait, on alternait, la forme que ça a pris, c'est qu'on alternait des ateliers au potager, des ateliers en cuisine. Donc, euh, on avait généralement 2 heures d'atelier au potager par semaine et 2 heures d'atelier en cuisine par semaine. Voilà, le temps des 2 heures, il est approximatif. Mais du coup, les personnes qui ont intégré le projet PAM sont mises à participer au jardin, au fait d'entretenir les plantes, de cultiver. Et en fin d'atelier, on prévoyait un petit temps pour récolter ce qui était à récolter à ce moment-là qui serait utilisé sur le prochain atelier de cuisine. Ça a surtout été valable la seconde année, la première année, mais je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure. On a commencé les ateliers de cuisine au moment où il n'y avait pas encore énormément de production au jardin. Donc, il y a quand même eu les temps d'atelier au jardin, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Et quand il y avait des choses à récolter, idem, on les récoltait sur la fin de l'atelier. Et sinon, on est aussi allé se fournir, enfin, en faisant des courses, que ce soit au marché ou bien au Lidl, qui sont les 2 points d'approvisionnement que vous avez pu apercevoir sur la carte présentée par Fanny tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, on pourra revenir en détail un petit peu plus longuement dessus tout à l'heure, si ça vous va. Ok, merci Lucille. Je vais inviter Émilie, si tu veux prendre la parole. Oui, merci. C'était très intéressant, Louise. J'avais une remarque, une question. La première question, c'était sur les cuisines collectives. Euh, vous êtes arrivé à les identifier en fait sur le territoire et comment elles ont émergé. Et la remarque que j'avais, c'était effectivement intéressant en fait la typologie entre la cuisine partagée dans un CHRS et les tiers-lieux alimentaires parce que notamment sur le territoire parisien ou sur d'autres territoires où il y a eu effectivement cette émergence de tiers-lieux alimentaires. En fait, c'est un peu un mix des deux où il y a des cuisines partagées qui ne sont pas en fait dans des CHRS et qui sont du coup dans des tiers-lieux. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que du coup, sur d'autres territoires, il y a des modèles mixtes qui se sont mis en place entre tiers-lieux alimentaires et cuisine partagée tels que en fait ils sont définis ici. Et voilà, c'était juste une remarque pour dire que c'est assez intéressant parce que du coup, il y a plusieurs formes finalement de cuisine partagée et de tiers-lieu alimentaire. Et aussi dans mon esprit, en fait, on a tendance un peu aussi à mélanger ces deux notions, en fait. oui, Merci. tout à fait. Merci pour votre question. Alors, d'abord, effectivement, là, c'est une typologie que je propose pas pour faire un exercice de définition, en fait, mais effectivement, dans la pratique, presque toutes tous les dispositifs, toutes les initiatives peuvent rentrer dans plusieurs catégories et vraiment, enfin, ça se recoupe énormément. Pour la catégorie cuisine collective à proprement parler, en fait, je me suis vraiment basée sur la littérature, enfin, les projets qui ont été documentés et donc principalement au Québec, en fait. Et c'est une forme qui n'existe pas, enfin, qui est très difficile à identifier en France, en fait, et il y en a vraiment assez peu qui suivent vraiment ce modèle d'un groupe indépendant qui se réunit pour cuisiner. Donc, en fait, c'est quelque chose qui existe de manière informelle, en fait, mais qui est assez difficile à identifier et qui ne se présente pas forcément en tant que tel.
Donc ça a été par recoupement et par recherche d'exemples en fait même, et c'est moi qui l'ai appelé comme ça, les structures ne s'appelaient pas forcément comme ça. Et effectivement pour ce qui est des structures qui proposent une cuisine pour les personnes hébergées en CHRS, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Euh, il y a notamment eu un appel à projet dédié euh, l'année, il y a 2 ans maintenant. C'est vraiment un format qui est très intéressant et effectivement, souvent c'est quelque chose qui est découplé. Enfin, le fait de cuisiner en collectif, c'est plutôt quelque chose qu'on trouve dans les tiers-lieux alimentaires et c'est découplé des CHRS ou des lieux qui accueillent des personnes en situation de grande précarité. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment d'émergent. Et encore une fois, c'est très souvent des modèles mixtes et très difficile de faire entrer dans des catégories. Donc voilà, c'était vraiment pour l'exercice que j'ai défini ça comme ça. Merci beaucoup, Euh, Louise. Dans le chat, j'ai pas mal de questions sur comment étaient intégrés les publics visés dans le projet, quelles sont les difficultés par rapport au type de cuisine, est-ce qu'il existe une cartographie ou une typologie de ces cuisines? Donc ça, tu viens d'y répondre. Je pense peut-être qu'on peut passer à la suite de la présentation et répondre à la fin. Qu'est-ce que, Lucille, tu en ouais, penses? ouais, c'est ce que j'allais vous proposer. C'est ce que j'allais vous proposer. Comme ça laissera le temps de vraiment échanger sur toutes ces questions-là. Je pense qu'il y en a qui vont se recouper. Donc, je vous propose effectivement qu'on continue. Euh, je vais revenir un petit peu plus en détail sur du potager à la marmite, notre expérimentation. Et je vais commencer par le bilan de la première année. On vient de vous le dire, je le répète parce que voilà, je ne sais pas si c'était hyper clair pour tout le monde. Mais du coup, le projet a pris la forme suivante, des ateliers au potager, en cuisine et des phases de co-construction. La première année, le début de la première année a été très rapide en fait. Entre le moment où on a eu les financements, on a co-construit et puis commencé à mettre en place les ateliers, ça a été assez rapide. On a travaillé avec cette première année, on a travaillé avec 3 partenaires, plus le Lab 3S, donc 3 des partenaires mentionnés en introduction. Cette phase de co-construction, on était arrivé avec la charrette urbaine avec une idée déjà de projet, mais on a quand même co-construit avec les partenaires uniquement le cadre du projet, des ateliers, des horaires, du public cible. Dans un premier temps, on a ensuite eu une phase de mobilisation qui a été très courte en fait, trop courte, ça c'est on peut le dire a posteriori, et où on a principalement ciblé les adultes, enfin un public adulte en tout cas. Tout ce travail-là a donné lieu à une période d'ateliers. Enfin, les ateliers ont eu lieu entre avril et juin, du coup, pendant 2 mois et demi, et où on avait prévu de faire un atelier par semaine, par groupe. On a eu quatre groupes, un par structure. Donc, c'était un atelier par semaine par groupe, et on alternait. Une semaine, on était au potager, la semaine suivante, on était en cuisine. Au total, ça nous a permis pendant 2 mois et demi d'organiser 13 ateliers au potager, 19 ateliers en cuisine. Il y en a certains qui étaient prévus, mais qui ont été annulés, manque de participants. Au sein de chacun de ces ateliers, on a eu entre 2 à 5 participants, c'est une moyenne, mais voilà, dans ces eaux-là, par atelier. On a également organisé 2 repas festifs, des temps conviviaux, qui ont réuni à chaque fois entre 8 et 15 participants. Et puis, on a aussi constaté qu'on avait des participants qui étaient pas hyper réguliers. On a des gens qui sont venus à 1 ou 2 ateliers, mais qui se sont pas inscrits dans le temps, alors que la volonté, l'objectif du projet, c'était quand même que les gens s'inscrivent dans le temps. Et vous en parlez, hein, un de nos objectifs aussi, c'était que les participants se saisissent du projet, fassent du projet, enfin, que ça devienne leur projet à eux, et d'aller vers le plus possible d'autonomie dans l'organisation de ces temps-là en commun. Euh, Également, les partenaires ont été impliqués sur les premiers temps de co-construction et puis plus difficilement impliqués sur les périodes d'atelier par manque de temps, tout simplement. Et je reviendrai un petit peu dessus juste après. Globalement, à la fin de cette première année, enfin, sur cette première année, on a tiré un bilan un petit peu mitigé, mais malgré tout très fort d'enseignement et d'axes d'amélioration.
Et ce qu'on a fait, en fait, il y avait déjà eu pas mal de discussions plus ou moins formelles avec des participants, avec des partenaires, dans les temps où on se rencontrait. Et puis à la fin de la première année, au moment d'organiser la réunion de bilan, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réunir des partenaires, des participants. Et en petit groupe, on a réfléchi et on a analysé un petit peu les freins auxquels on avait fait face. Et du coup, on a identifié des leviers d'action également autour de les partenaires et le partenariat en tant que tel. Également autour de la communication et de la mobilisation. On s'est posé pas mal de questions sur notre posture aussi. Et puis, autour des ateliers, Louise mentionnait effectivement qu'on avait eu des intervenants extérieurs et professionnels pour encadrer les ateliers de cuisine, par exemple. Alors, on s'est questionné et on a identifié, enfin, analysé un petit peu les freins et les leviers autour de ces trois grands sujets-là. Je vais vous partager un certain nombre de freins et de leviers qu'on a pu identifier et des réflexions qu'on a menées. Je ne vais pas tous vous les lire et vous les énumérer, ce serait pas hyper intéressant. Je vais plutôt en citer quelques-uns et les détailler, enfin les illustrer en tout cas. Voilà, et puis vous retrouverez tout ce détail de toute façon un plus gros dossier qui sera bientôt disponible. Au niveau des freins qu'on a identifiés, en premier, là, il y avait la question des espaces, les espaces de cuisine et de jardin. On en parlait brièvement, mais du coup, on avait deux jardins, celui du Lab 3S et celui de l'association Rayon Soleil. Pour le Lab 3S, on est hébergé sur le site de l'IRD, qui est un institut de recherche. Donc, on a une grande barrière à montrer, il faut montrer sa carte d'identité. Donc, ce n'est pas un lieu qui est accessible librement. Également, le jardin de l'association Rayon de Soleil a eu des difficultés à se mettre en route. Donc, la première année, il n'a pas été présent du tout. Et au niveau des espaces de cuisine, on avait celle de la maison de quartier et celle de la Marmite, de l'association La Marmite, mais du coup, qui sont pas accessibles tout le temps, fermés les week-ends, accessibles uniquement sur réservation. C'est autant de freins, en fait, qui limitent l'autonomisation des participants et l'auto-organisation. En second frein sur lequel que je vais détailler un petit peu, il y a le fait que vu que le début du projet a été assez rapide, qu'il n'y avait pas encore de participants identifiés, ils ont été peu impliqués à la phase de co-construction. On les a impliqués au fur et à mesure de la première année en les invitant à des réunions, mais qui étaient encore qui étaient assez formelles dans leur forme, forme qu'on a fait évoluer par la suite. Mais donc, le fait qu'ils aient été peu impliqués à la reconstruction du projet, ça a fait que l'appropriation du projet a nécessité plus de temps. Et pareil, cette logique d'autonomie, elle vient plus difficilement. Et puisque la posture des participants, c'était une posture de participant, tout simplement. Et à se saisir du projet a pris un peu plus de temps. Également, un des freins qu'on a identifié, c'est le fait qu'on ait ciblé les adultes principalement. Et puis au fur et à mesure, on a entendu qu'il y avait des mamans qui venaient pas parce qu'elles s'occupaient de leurs enfants et qu'elles savaient pas qu'elles pouvaient venir avec leurs enfants. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, le manque de disponibilité de certains partenaires. Voilà, pas par manque de volonté, mais juste parce que la charge de travail et les journées font 24 heures. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas en faire plus. De tous ces freins et toute cette réflexion-là, on a aussi identifié des leviers qui ont mené à pas mal d'évolutions, enfin, de changements en tout cas, et d'évolutions sur la deuxième année. Au niveau des leviers que je vais vous partager, enfin que je vais détailler un petit peu plus, il y a la question de la mobilisation et le fait que la mobilisation, elle a besoin de se faire sur un temps long et aussi besoin de mener des actions assez diversifiées. Donc sur la seconde année, on a fait évoluer beaucoup de choses. On a fait de la mobilisation en continu, on a fait des portes ouvertes, on a animé des temps de dégustation à l'aveugle, voilà, des choses assez ludiques et qui donnent envie, qui ont permis en fait de parler du projet petit à petit. Euh, Par rapport à la co-construction, cette fois-ci, on a pu s'appuyer sur des participants qui étaient là en première année pour travailler et co-construire la seconde année. Donc ça, c'était hyper chouette. Et puis, on a réfléchi aussi à comment intégrer les des futurs participants à quand même ces notions de co-construction. Et notamment, on a organisé des causeries, des temps d'échange. On avait fait une visite du jardin, commencé un peu à apprendre à se connaître, à parler d'alimentation. Et puis, du coup, on a fait des temps de causerie où on a réfléchi sur quels sont les formats d'ateliers qui conviennent le mieux, quelles sont les thématiques dont les participants avaient envie de parler pendant les ateliers. Est-ce que c'était mieux le week-end, la semaine, etc., etc. Donc, c'est quand même une partie qui a été co-construite du coup avec les futurs participants. Et du coup, toute cette analyse-là, elle a, comme je vous le disais, donné lieu à pas mal d'évolutions entre la première et la seconde année. Et elle nous a vraiment servi comment dire, de base, de socle pour mettre en place et réfléchir et reconstruire la seconde année du projet. Je vais revenir pareil sur un petit bilan un petit peu chiffré, mais
En seconde année, on a eu 4 partenaires plus le Lab 3S, donc on a intégré un nouveau partenaire. La co-construction, elle s'est faite avec les partenaires et avec des participants, comme je le disais tout à l'heure. On a fait en sorte d'avoir une phase de mobilisation beaucoup plus longue, avec des actions beaucoup plus variées. Cette fois-ci, on a ciblé les adultes et aussi les enfants, enfin les familles avec enfants, pas uniquement les enfants, mais par exemple, le nouveau partenaire qui a été intégré, c'est la direction de la réussite éducative, qui s'adresse aux enfants et aux parents et à la relation parents-enfants. Et eux portaient vraiment la volonté de mener un projet parent-enfant. Et en fait, on se dit, bah, let's go, on va le faire, on va adapter un petit peu les temps d'atelier pour pouvoir avoir ce lien-là. Et ça a été une grande ouverture et une grande réussite. Les ateliers ils ont eu lieu de juin à septembre, toujours 2 mois et demi de période d'atelier. Et cette fois-ci, les formats, on les a adaptés à chaque groupe. On avait 4 groupes à nouveau. Et pendant ces temps de causerie et de co-construction avec les participants, on a pu identifier certains qui voulaient être le week-end, d'autres la semaine, certains qui voulaient enchaîner potager, cuisine et repas. Donc, on a vraiment fait des formats adaptés à chaque groupe. Ce qui nous a permis de réaliser donc 16 ateliers au potager, 16 ateliers en cuisine. Donc, on voit qu'on est vraiment sur les mêmes nombres et qu'il y a vraiment eu un lien beaucoup plus fort. On a réuni de 10 à 20 participants par atelier. Ça aussi, c'était plutôt une réussite. On a fait 8 repas partagés en fin d'atelier. On voit que les modalités changent un petit peu. Et un grand repas festif qui a réuni une quarantaine de participants, de personnes. Globalement, sur cette seconde année, on a observé une évolution en nombre, ça on vient de le voir, mais aussi au niveau des dynamiques de groupe. Il y a vraiment eu une évolution. On avait des thèmes qui ne se connaissaient pas du tout au début du projet et finalement qui sont devenus amis, qui s'entraident, qui aujourd'hui parlent encore de, 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 de femmes qui ont envie de revenir. Voilà, il y a vraiment une dynamique qui s'est créée, beaucoup plus aussi d'autonomie. On a laissé la place à cette autonomie-là et on a pris en compte les suggestions des participants et on a été très, très adaptable tout au long du projet, tout au long des phases d'atelier. Mais du coup, ça a porté ses fruits. Voilà, avec davantage de prise d'initiative et des participations beaucoup plus régulières. Là, on a vraiment eu des participants qui se sont inscrits dans la régularité. Oui, il est arrivé que certaines personnes ne participent pas à 1 ou 2 ateliers, mais enfin voilà, par rapport à l'année précédente, la, comment dire, la tendance a été clairement inversée. Euh, tout au long du projet, on a énormément, ce que je disais, mené de réflexions en interne, discuté avec les participants. Et aujourd'hui, ça nous permet de faire une analyse assez objective et de tirer un certain nombre d'enseignements en fait de ce type de projet qui couple jardin partagé, potager et cuisine collective. Voilà, vous avez dans les grandes lignes l'ensemble des enseignements qui vont s'afficher. Je vais à nouveau pas tous vous les détailler parce que ça fera un flot d'informations un peu trop dense, je pense. Je vais en illustrer certains. Et puis, comme je disais tout à l'heure, par rapport au bilan des années, on est en train de produire un document qui va détailler tous ces enseignements-là. Le premier enseignement qu'on a pu tirer du potager à la marmite et de notre expérimentation, c'est la nécessité du temps long et d'avoir du temps, en fait, de ne pas précipiter la mise en place d'un projet de couplage, d'autant plus quand on a des objectifs d'autonomisation des participants. Le temps long, il apparaît entre l'expression d'un besoin et le changement de comportement. Il y a beaucoup de temps. Le projet du potage de la marmite, il n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti de certaines études où on avait identifié des besoins, des envies des habitants du quartier. Pour autant, on a construit un projet qui leur permettait, enfin, qui répondait à ces besoins-là, à ces envies-là. Et pour autant, le temps de se saisir du projet, ce temps-là, en tout cas, était long et il reste long. Temps long également, du coup, dans l'appropriation du projet, autant pour les participants que pour les partenaires d'ailleurs. Voilà, qu'on était quand même à l'initiative de tout ça. Donc, il faut, voilà, il faut avoir cette notion-là en tête. Et puis, je reviendrai pas dessus, mais le temps long pour la mobilisation. Un élément que j'ai un petit peu plus détaillé, qui a vraiment été un gros enseignement du projet, c'est le fait que les objectifs de notre projet, ils ont évolué dans le temps. Et je pense que globalement, enfin, on pense que globalement, les objectifs d'un projet tel que celui-ci peuvent et doivent évoluer dans le temps.
Comment ça s'est fait? À la fin de la première année, en fait, et au début de la seconde, on s'est réinterrogé sur nos objectifs. On a questionné euh, pourquoi est-ce que chacun on participait au projet, qu'est-ce qui nous donnait envie de participer au projet. Ça a réinterrogé le cœur du projet et la motivation à chacun à participer. Et on s'est posé la question de pourquoi les gens participaient à PAM. Ça nous a permis en tant que porteur de projet, ça nous a permis de nous décentrer, nous, un petit peu de notre idée, et puis de nous réaligner avec les besoins des participants. Ça a aussi renforcé le lien entre les partenaires, entre les participants et les uns avec les autres. Et puis, il y avait certains objectifs, certains éléments qu'on avait en tête en première année. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte, mais qui n'étaient pas prioritaires pour nous. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte que c'était des choses qui étaient très prioritaires pour les participants, en fait. Par exemple, le fait que ce soit des moments conviviaux, le partage de connaissances et de savoir. Voilà, on les avait, ça faisait partie des objectifs, mais c'était quand même pas la priorité pour nous. Donc, on a donné plus de place à ces objectifs-là sur la seconde année. Donc voilà, ça c'était un gros travail et ça nous a vraiment aidé à la mise en place de la seconde année et aussi à faire évoluer notre manière de parler du projet. Ça a été un travail très très intéressant. Au niveau du couplage potager-cuisine, le seul truc que je détaillerais, c'est le fait que plus la distance est courte, mieux ça marche. Vous voyez en haut à droite, en haut à droite de l'écran, pardon, vous avez une photo, on voit qu'il y a un bout du jardin et derrière une salle. En fait, on avait cette salle qui était à disposition dans laquelle on faisait des semis, on stockait du matériel et les participants petit à petit nous ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas cuisiner ici? On est juste à côté du jardin, ce serait génial, il y a de la place. Et à force d'avoir cette demande-là, ces échangements, on s'est dit bon, ok, on va essayer. On a acheté quelques plaques électriques et en fait, on s'est mis à cuisiner là et la dynamique était géniale, la dynamique de groupe était géniale. Les participantes, elles étaient chez elles dans cet espace-là. Et ça a hyper bien fonctionné. Voilà, on avait des grandes bassines pour faire la vaisselle, 4 plaques électriques, des rallonges, et en fait, ça a hyper bien pris. Et là, pour le coup, on a vraiment eu cette autonomie-là, en tout cas, et ce côté, je me saisis de cet espace et je fais de cet espace, je me le réapproprie, en tout cas. Donc voilà, plus la distance est courte, mieux c'est. La deuxième volet d'enseignement autour de la co-construction en tant que telle. Alors, avec les partenaires, euh, un élément intéressant à vous partager, c'est le fait de trouver le juste équilibre entre co-construction et prise de décision. En fait, en tant que coordinateur du projet, on est sur de la co-construction, donc on veut tout réfléchir ensemble. On voulait à chaque fois tout réfléchir ensemble, du brainstorming, de la page blanche jusqu'à la décision finale. Et, il y a des moments, et ça prend énormément de temps, ça demande de la disponibilité de la part des partenaires, et c'est pas toujours possible. Donc sur cette position-là, il y a des fois, ben oui, on va co-construire vraiment. Il y a des fois, on va être force de proposition vers une ou deux solutions et le vote va se faire en commun et tous ensemble. Mais voilà, il y a cet équilibre-là à trouver qu'on a expérimenté pendant le projet. Et puis bien penser par rapport à la disponibilité des partenaires, penser le plus en amont possible avec qui on va travailler et intégrer en fait le projet à la charge de travail des, euh, à la charge de travail des partenaires. Et il se pose du coup aussi la question de leur rémunération. Ça facilite leur investissement, évidemment. Autour de la co-construction avec les participants, bon, il y a le lien de confiance qui a créé, évidemment. Un élément intéressant à vous partager, c'est qu'il peut y avoir plusieurs niveaux de co-construction avec les participants. Par rapport à notre expérience sur du potage à la marmite, au fur et à mesure de la première année, on a intégré quelques participants, deux, trois, au temps de réunion et du coup, au temps de co-construction et de bilan. Donc ça, c'est des personnes qui petit à petit ont fait leur place dans ces espaces de réunion, se sont habituées à prendre la parole, parole qu'on a écoutée évidemment et qu'on a prise en compte. Et elles ont pris en confiance dans ces espaces-là. Et elles ont vraiment été au cœur de la co-construction. Et en parallèle, bah, on a eu un autre niveau de co-construction que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, avec les participants de la seconde année, où on a organisé des temps d'échange pour définir certaines modalités du projet. Les horaires des ateliers, les thématiques des ateliers. Voilà, pour ne citer que ça. Donc, on voit deux niveaux de co-construction, mais qui sont quand même de la co-construction et qui favorisent l'appropriation du projet
par les participants, qui était quand même notre objectif premier. Et du coup, travailler avec des participants, ça nécessite évidemment d'adapter les espaces d'échange, enfin d'avoir des espaces d'échange, et puis d'adapter les espaces d'échange à leur, enfin, pour qu'ils soient le plus à l'aise possible, en fait, pour se sentir légitime de participer, de parler et écouter cette parole. Pour conclure et faire un petit peu une ouverture en même temps autour de ces enseignements-là, il y a deux petites bulles à droite de l'écran. Le premier élément que je voulais souligner, c'est le fait que la coordination, l'animation de la co-construction, c'est un rôle à part entière et c'est un rôle qui est primordial. Voilà, coordonner des participants, des partenaires, toute une action, ça prend du temps. C'est un temps qui doit être évalué à son juste niveau. En tant que porteur de projet, on a souvent tendance à minimiser ce temps-là. Donc voilà, un petit point de vigilance là-dessus et c'est un temps qui doit être financé aussi. Donc c'est à prendre en compte quand on dépose nos projets auprès des financeurs, de bien évaluer ce temps d'ingénierie de projet et de la faire financer à son juste niveau. Ça simplifie la vie, tout simplement. Et la petite ouverture aussi est toujours par rapport au temps en fait investi dans le projet, dans la co-construction. On s'est posé la question du temps passé par les bénévoles, en fait, par les participants, et notamment ceux qui ont été très, très impliqués dans la co-construction. Et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on valorise ce temps-là, comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes puissent dédier autant de temps à la co-construction, et du coup, comment est-ce qu'on le valorise, comment est-ce qu'on compense ce temps-là par une compensation financière, par une compensation en dons, en denrées, ou je ne sais quoi. Voilà, ça, c'est plus une ouverture et des réflexions qui sont en cours de notre côté. Euh, du coup, je l'ai évoqué quelques fois. On va avoir un temps d'échange juste après, plus que quelques minutes d'attention là-dessus. Mais tout ce dont qu'on vient de vous présenter, pardon, tous les enseignements, on est en train de construire avec Fanny, enfin avec la chaire, on est en train de construire un rapport d'expérience, un témoignage de notre expérimentation du projet du potage La Marmite. L'objectif de ce rapport, c'est de partager notre expérience, la manière et le processus par lequel on a mis en place ce couplage potager-cuisine au sein de la ville de Bondy. Et du coup, de pouvoir souligner les freins, les leviers, les apprentissages qu'on a pu tirer de cette expérimentation-là. Le deuxième objectif de ce rapport, c'est d'accompagner la co-construction de cuisine collective couplée à des espaces de production sur d'autres territoires. C'est que ça puisse servir et du coup, on va suggérer des outils, des méthodes que nous, on a utilisées. On soulignait également des points de vigilance et les bonnes surprises qu'on a eues aussi tout au long du projet. Donc, ce rapport, il sera prochainement disponible sur le site du Lab 3S et éventuellement aussi de la chaire agriculture humaine. Enfin, en tout cas, on le diffusera. Il sera accessible en open source, évidemment. Et également, au niveau des livrables, on a deux études. Une première étude, celle de Louise Doglio, elle vous en a présenté une partie, mais son rapport complet ainsi qu'une synthèse sont disponibles sur le site du Lab 3S et de la chaire agriculture urbaine. Et on a une seconde étude qui adresse la question des modèles de gouvernance, en fait, dans des projets de cuisine collective et également voilà, qui questionne l'impact sur la mobilisation qui a été réalisée par Julie Diller, qu'on a accueillie pendant 6 mois au sein du Lab 3S. Voilà, elle parle des paramètres qui impactent la gouvernance, des forces et des freins pardon, au sein des cuisines collectives pour mettre en place une gouvernance. Son rapport complet, il est aussi disponible sur le site du Lab 3S et de la chaire agriculture urbaine. Et on a une synthèse qui arrivera voilà, sur les premiers mois de 2024 pour que ce soit un petit peu plus digeste et plus accessible à tous. Euh, voilà, je vais arrêter mon monologue. Euh, je vous propose qu'on repasse à un temps d'échange et de questions, pardon, et de questions autour de tout ça. On peut prendre les questions du chat s'il y en a, et puis ensuite on pourra aussi voilà, simplement lever la main et puis on vous donnera la parole. Ce sera un petit peu plus convivial de faire comme ça. Oui, je vais rebondir parce qu'il y a plusieurs questions justement dans le chat. Je vais commencer par celle-là sur le temps long que tu as précisé. Compte tenu de l'apprentissage entre l'année 1
Et deux, quel enseignement sur la durée optimale d'un tel projet? Et finalement, est-ce que 2 ans, ce n'est pas trop court? Point d'interrogation. Si c'est pas trop court, Ouais, 2 ans, n'est-ce pas ça. trop court? Ouais. Ben, effectivement, ce qu'on se dit là, c'est en fait, si on continue une troisième année, waouh, qu'est-ce qui se passerait? Et je pense que là, on atteindrait, en tout cas, on toucherait vraiment du doigt notre objectif d'autonomisation. Et je pense que euh, 2 ans, c'est le minimum. Et si on devait le refaire, peut-être qu'on le ferait un petit peu différemment aussi. On a assez vite, pas précipité, mais on s'est rapidement mis dans cette première vague d'ateliers. Il aurait peut-être fallu avoir un format un petit peu différent. Ce que je veux dire, c'est prévoir dès la première année des temps de causerie, d'échange, apprendre à se connaître. Il faut qu'il y ait du concret dans tous les cas, se retrouver autour de la cuisine, autour du jardin. Ça, c'est nécessaire parce que si juste on parle aux gens pendant un an, on les perd. Euh, mais je pense que ouais, on aurait pu avoir peut-être des ateliers moins réguliers, comment dire, moins proches, mais plus réguliers tout au long de l'année et avec des temps d'échange et intégrer, prendre le temps en fait dès le début d'intégrer les participants, dès la première année d'intégrer les participants à la co-construction, à des formes de co-construction. Euh, du coup, je dirais que 2 ans c'est le minimum et 3 ans c'est l'idéal parce que là, si sur le format qu'on a mis en place, on continue une troisième année, ben, on va vraiment pouvoir aborder avec les participants toutes les questions sur la gouvernance, aborder la question de, OK, comment est-ce que vous aimeriez fonctionner? Est-ce que vous aimeriez fonctionner juste entre vous? Euh, et du coup, si oui, quel type d'espace il vous faudrait? Est-ce qu'on fait une cuisine mobile qui est accessible n'importe quand, les week-ends, et du coup, ça favorise aussi l'autonomie. Donc, ouais, je répondrai comme ça. Si jamais Fanny, Julia ou Louise, vous voulez rebondir aussi et compléter les réponses, n'hésitez pas. Ok, merci. Je vais peut-être inviter Héloïse Balade, qui a levé la main. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. J'avais trois petites questions qui sont liées, donc je vais les poser les trois et puis je vous laisse me répondre. Donc déjà, comment vous avez mobilisé ces habitants sur les modalités, comment aller les chercher? Ensuite, sur leur profil, si on a des infos peut-être un peu sur l'âge, le sexe, etc. des personnes. Et ensuite, sur justement, vous parliez de cet intérêt, que vous aviez ajusté votre projet en fonction de l'intérêt qu'ils ont pu manifester à l'égard du projet et de leur participation parce que forcément, ce sera un paramètre intéressant derrière dans la gouvernance et le modèle, notamment économique. Vous parliez de peut-être en rémunérer, envisager de rémunérer des participants, donc ça sera peut-être complexe à mettre en œuvre. Mais voilà, comment vous les avez mobilisés, le profil et leur intérêt? Ouais, bah du coup, sur la mobilisation, la première année, on a été distribuer des flyers sur le marché aux sorties d'école. On a également organisé des sortes de réunions publiques enfin, au sein de chaque structure partenaire. Les partenaires, voilà, on a fait de l'affichage. Il y avait 1 heure, un rendez-vous un jour. Et là, il a été question de présenter le projet, d'avoir une petite forme d'animation pour lancer une discussion autour de l'alimentation, du lien de chacun à l'alimentation, des stratégies d'approvisionnement. Ça a été avant le début des ateliers, ça a été fait la première année. Et puis les partenaires, c'était aussi l'objectif de travailler avec des partenaires de terrain, eux au sein de leur structure et des personnes qui bénéficiaient déjà de leur structure. On passait des coups de fil, on a fait des groupes WhatsApp une fois que les groupes étaient constitués pour rappeler les horaires des ateliers, inviter à discuter autour des recettes. Et voilà, il y a eu beaucoup ouais, de rappels téléphoniques pour mobiliser les gens. Et en fait, on a invité aussi les participants à s'inscrire, en gros à dire auprès de leur structure, bon, bah, moi, je participerai au prochain atelier. On avait affiché des calendriers des ateliers aussi. Euh, c'est un travail de fourmi de la part des partenaires et en tout cas, ce truc de rappeler les gens, les participants. C'est un énorme travail. Et sur la première année, je le disais un petit peu, ça a été difficile pour les partenaires de dédier du temps à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu peut-être moins de participants et moins de régularité. La seconde année, on a diversifié nos moyens de mobilisation. On a continué à faire à partager des flyers
auprès du marché, enfin, auprès des gens pendant les périodes de marché, aux sorties d'école. Mais on a aussi organisé des temps forts au jardin, dans notre jardin. On a fait deux portes ouvertes. On avait pendant les portes ouvertes des ateliers, des petits ateliers assez sympas. On a fait des dégustations à l'aveugle. On a des bénévoles, en fait des participants qui étaient là la première année, qui viennent régulièrement au jardin, qui ont fait un petit stand où ils ont cuisiné un petit plat issu des produits du jardin et c'était en dégustation pour toutes les personnes qui étaient là. Et pendant tout ce temps-là, ben, on parlait aussi du projet, on avait mis de l'affichage. Donc ça s'est fait une fois, deux fois, ça fait un peu des rappels. Puis on est allé, on a fait de l'allée vert comment dire, euh, en allant distribuer des flyers et des affiches. On a communiqué aussi sur les réseaux sociaux et on a de la chance d'avoir des bénévoles qui vient régulièrement au jardin, qui tient un groupe Facebook qui s'appelle Bondy Ma Ville, et qui est très suivi par les habitants de Bondy. Et en fait, elle relaye toute une communication. Et puis, elle répond aux questions des gens. Donc ça aussi, ça a été un bon vecteur. Et en fait, le fait d'avoir des personnes qui étaient là la première année, c'est ces personnes-là qui ont ramené des gens aussi, en fait. Parce que on a certaines participantes qui, quand elles se baladaient dans la rue, disaient: Ah, ben tu fais quoi? Ah, viens avec moi, vas-y, on va au jardin. Là, il y a un atelier, tu vas voir, c'est sympa. Et ça nous a ramené quelques participants qui ont apprécié, en fait, qui se sont inscrits dans la durée. Euh, donc voilà pour la partie mobilisation. Il y a d'autres petites choses aussi, mais là qui m'échappent en même temps que je parle. Sur les profils des participants, la première année, alors on a eu des adultes, principalement des femmes quand même, hein, qu'on se le dise, c'est de la cuisine. Euh, la première année, c'était quand même des gens à la retraite, ou en tout cas qui n'avaient pas d'activité professionnelle. Et simplement, hein, nos ateliers ils étaient en pleine semaine et en pleine journée. Donc forcément, les gens qui travaillent ne peuvent pas venir. Euh, quoi dire d'autre? On a quand même eu quelques hommes qui étaient pas mal intéressés, enfin qui venaient plus au jardin, mais qui ont participé quand même à la cuisine sur la première année. Il y en a eu moins pendant la deuxième année. On a mis le parti de ne pas mettre de critères de revenus en fait pour participer au projet. Le projet il est quand même orienté autour de cuisine collective, de l'accessibilité à l'alimentation et de la précarité alimentaire, en tout cas de certaines formes de précarité alimentaire. Mais, euh, mais on a délibérément fait le choix de ne pas mettre de critères financiers pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas forcément les moyens de mettre ces critères-là, mais aussi parce que on avait envie d'avoir enfin, une certaine diversité auprès des participants, de pas voilà, avoir un côté stigmatisant pour la participation au projet. Également parce que on, enfin, on pense qu'avoir des profils divers rend tout simplement plus riche le projet, les échanges, les partages qu'il y a au sein d'un tel projet. La seconde année, au niveau des profils, on a eu des personnes plus jeunes, on a eu beaucoup de mamans avec leurs enfants, donc plutôt des femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle. On a organisé certains ateliers les week-ends à la demande des participants. Donc, ça nous a permis d'avoir aussi des participants qui étaient enfin, en activité professionnelle, mais qui ont pu se dédier du temps à ce moment-là. Euh, voilà, idem, on n'avait pas mis de critères financiers à l'entrée, mais enfin, voilà, on a eu une certaine partie des participants qui étaient dans des situations voilà, plus ou moins instables au niveau des titres de séjour, au niveau de la situation financière, et qui ont voilà, des verbatims et des retours qu'on a eus pour lesquels le projet a été très ressourçant en fait. Voilà, avoir un espace vert au milieu de Bondy, voilà. Et puis depuis ces temps d'échange et de cuisine et de partage, euh, ça a été ouais, assez ressourçant. Et par rapport aux intérêts, aux besoins des participants, le côté besoin d'un espace de convivialité, un espace pour se réunir. Je disais, on a principalement eu des femmes en fait, et c'est vrai que alors, la ville de Bondy, pour ne parler que de la ville de Bondy, c'est beaucoup d'urbanisation, beaucoup de bitume, peu d'espace pour se réunir en fait, peu d'espace de convivialité sociale, et les peu d'espaces qu'il y a sont majoritairement occupés par des hommes.
Donc il y avait vraiment ce besoin cette demande en fait d'espace et d'espace d'échange, de convivialité. Et on s'est rendu compte que bah, les ateliers de cuisine ont donné lieu à plein de discussions entre les mamans autour enfin elles se sont entraidées par rapport à des papiers, par rapport à des choses comme ça, mais aussi bah, les enfants et les écrans, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient moins sur les écrans. Enfin, des questionnements de la vie de tous les jours et beaucoup de partages qui, du coup, sortent totalement du projet initial et de l'alimentation. Mais c'est aussi se rendre compte de ça, en fait, de ce besoin-là. Et du coup, aussi, un autre besoin qui était pas mal ressorti quand on a réinterrogé les objectifs, c'était celui du partage de savoir et juste d'être valorisé, en fait. Du plaisir de partager ses connaissances et sa culture et du plaisir d'apprendre des autres aussi. Merci Lucille. J'avais une question sur les participants. Est-ce qu'il y a eu du turnover dans les participantes avec inclusion de nouvelles personnes? J'ai le sentiment que tu as déjà répondu, mais sauf si tu veux préciser quelque chose. Beaucoup de turnover la première année parce que les gens n'étaient pas réguliers, beaucoup moins la seconde. Enfin, c'est des nouvelles personnes qui sont arrivées en seconde année principalement, mais qui sont restées de très assidus. Ok. Et sur le type de plat cuisiné à base de légumes du jardin? Mhm. Et ben, le type de plat, première année, voilà, on a eu un petit décalage avec la production au jardin. Du coup, les participants proposaient des recettes, donc on était beaucoup sur des recettes traditionnelle, on va dire. On a une diversité culturelle et du coup une diversité de cuisine énorme sur Bondy. On a eu des couscous, on a eu des colombos, on a fait des samosas aussi, de riz pilau qui vient des Comores. Enfin voilà, une grande diversité culturelle. La seconde année, on avait vraiment imposé le fait on part de ce qu'on a récolté au jardin et on ajoute le moins de choses possible. Du coup, on a eu beaucoup plus de recettes végétariennes. Et en fait, on était toujours sur des recettes. On a eu un peu plus de recettes du quotidien, on va dire. Et on était sur une adaptation entre la recette, comment dire, telle qu'elle est faite dans le pays d'origine et comment est-ce qu'on l'adapte avec les produits là du jardin. Par exemple, il y a une recette qui en Algérie se fait avec des feuilles de mauve. Bah, là, au jardin, on l'a fait avec les feuilles des blettes. Mais voilà, c'était aussi l'adaptation. Et du coup, il y a eu beaucoup d'échanges autour de ah bah, comment est-ce qu'on dit telle plante en arabe ou en kabyle, comment est-ce que tu cuisines toi dans telle région et toi dans telle autre région. Voilà, donc c'était des échanges très très riches. Ok. Et justement sur la deuxième année, pourquoi les ateliers ont commencé de juin, enfin, il y a eu un décalage. Parce qu'on a décidé de prendre davantage de temps pour mobiliser et pour communiquer, pour organiser des stands de visite du jardin, de causerie, ce qui était nécessaire. Et également parce que, en fait, de avril à juin, la production en fruits et légumes au jardin, elle est moins importante que le boom de production. Il intervient clairement sur la période d'été. Et que, du coup, on a décidé aussi de faire les ateliers pour cette raison-là, à cette période-là. Et dernier élément qui nous a poussé à choisir ça, c'est qu'en fait, pendant l'été, il y a quand même la période de vacances, vacances scolaires. Donc, vu qu'on adressait aussi le projet auprès d'un public enfant, ou en tout cas famille, ça facilitait les choses. On a aussi des familles qui partaient pas en vacances et des personnes qui travaillaient pas, mais donc qui étaient disponibles à ce moment-là. Voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on a décalé le calendrier. Ok, merci. Je vais donner la parole à Mathilde Berthelot. Oui, bonjour. Merci beaucoup hein, pour la présentation. Et en fait, je me demandais combien vous étiez à mobiliser et les habitants à faire les ateliers, à animer en fait, parce que vous avez parlé des acteurs autour de vous, mais est-ce que aussi au sein de votre équipe, vous êtes nombreux? Enfin, voilà. Alors, au sein de l'équipe, actuellement, on est 2 salariés à temps plein. Pour le projet du potager à marmite, la première année, on était deux. Moi et du coup ma collègue qui était maraîchère animatrice, donc qui elle était pas mal dans l'animation et dans l'encadrement des ateliers sur le terrain. Au niveau des partenaires, ils ont été
pas, ouais, non, très peu présents pendant les ateliers. Ils ont été plus présents sur la partie mobilisation en amont. Et on a eu également pour les ateliers de cuisine des intervenants professionnels. Donc, Louise le mentionnait, on a eu des diététiciennes qui sont venues sur la moitié des ateliers de cuisine en début de projet. Ça, c'était pour la première année. Donc, ouais, deux, trois personnes. Ouais, deux personnes environ. Et puis quand il y avait un professionnel encadrant, en plus, ça faisait une troisième personne. Il faut savoir que, alors moi, j'étais pas là au tout début, mais la personne qui était là avant moi, au même poste, venait en début d'atelier, mais passait pas forcément tout l'atelier sur place quand il y avait un encadrant professionnel. La seconde année, ça a été un petit peu différent. Une des conditions en fait qu'on a mises, c'était que les partenaires puissent être présents sur les ateliers pour faire le lien, pour avoir la personne de confiance, et puis que eux aussi enfin, montent en autonomie, en compétence d'une certaine manière sur l'animation de ce type d'atelier-là. Donc, ma collègue qui était là la première année n'était plus présente, mais j'ai travaillé avec Violette qui était en stage avec moi, dédiée à 100% sur le projet, donc qui a été très très présente là systématiquement. Moi, j'ai été présente à allez, 80% sur les périodes d'ateliers et d'animation. Et on a eu quelques ateliers de cuisine, on avait des intervenants professionnels qu'on avait choisis à la demande des participants et en fonction des thématiques. Et sur les ateliers de jardin, on a eu de temps en temps une maraîchère qui était présente. Et sinon, en fait, on l'a fait nous-mêmes. Donc, on était pareil, deux, trois. Et au niveau des partenaires, chaque groupe est venu avec un encadrant de la structure. Donc, il y avait des équipes encadrantes un peu plus importantes, mais en même temps, on avait beaucoup plus de participants et pour certains groupes, beaucoup d'enfants. Et les enfants nécessitaient clairement un encadrement dédié. Voilà un petit peu pour répondre à la question. Merci Lucille. Est-ce que vous aviez des salariés en insertion Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, en tant que, comment dire, en tant que organisateur du projet, non. En tant que participant, oui. L'association La Marmite, c'est donc un accueil de jour et un chantier d'insertion par l'activité professionnelle. Et en fait, la seconde année, le groupe qui a été mobilisé par La Marmite, c'est justement son groupe de salariés en insertion. C'est eux qui sont venus au jardin, qui ont participé aux ateliers. Et donc, c'est vrai que là aussi, on avait une dynamique hyper intéressante et totalement différente des autres groupes. Et puis eux, voilà, ça amenait vraiment de la fraîcheur et de l'ouverture aussi au sein même du groupe et dans la dynamique de groupe et d'équipe de salariés. D'accord, merci. Je crois qu'Aïdan, on a répondu à la question du recrutement, mais il y avait une question sur les difficultés de mettre en place une cuisine collective. Est-ce que c'est un manque de bâti, d'équipement, d'accès à un jardin? Je ne sais pas si c'est des réponses auxquelles vous pouvez répondre. Bah, ça, du coup, c'est peut-être plutôt moi. Enfin, en règle générale, oui, effectivement, enfin, il y a un peu tous les éléments. Beaucoup le foncier et l'équipement, du coup, enfin, ça va ensemble. Trouver un local, c'est pas forcément quelque chose qui est à la portée de petites structures associatives. Ça peut arriver que, par exemple, des bailleurs sociaux mettent à disposition un local euh, ou bah, éventuellement, du coup, les CHRS euh, au sein de l'établissement. Mais effectivement, ça, c'est vraiment un gros frein. Euh, et du coup, d'avoir un équipement adapté, enfin, ça va avec. Donc, voilà. Effectivement, c'est ça qui bloque en général. Ok, Aïdan, vous Et- voulez réagir? Oui, oui, merci beaucoup. Et je voulais juste demander aussi si justement dans tes recherches, Louise, le côté de mutualisation d'espace est ressorti beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi des freins par rapport à ça? Parce que du coup, la question se pose de plus en plus, est-ce qu'on peut mutualiser une cuisine partagée pour plusieurs associations? Et on essaye de creuser ça au département, de savoir quoi mettre en place pour aider ces mutualisations. Et je ne sais pas si vous avez des billes. Oui, tout à fait. Bah, c'est une demande qui revient souvent. Enfin, c'est vraiment une idée qui est là, mais dans la pratique, c'est assez rare. Euh, effectivement,
C'est souvent, par exemple, des locaux de la municipalité ou enfin, ce genre de choses qui peuvent être, ou même des salles des fêtes avec un coin cuisine, ce genre de choses qui peuvent être mises à disposition d'associations. Mais généralement, c'est assez à la marge et il y a souvent des contraintes d'accès, par exemple des problèmes de normes ou de disponibilité. Par exemple, si c'est bah, un local de la municipalité ou enfin, de la collectivité, il faut qu'il y ait une personne dédiée qui soit présente. Enfin, il y a la question de l'entretien, ce genre de choses. Donc, en fait, euh, l'idée est là, la demande est présente, mais généralement, c'est des freins techniques qui bloquent ça, ou éventuellement des questions sanitaires. Notamment, l'idée revient souvent d'exploiter les cuisines centrales, enfin les cuisines d'établissements scolaire ou de restauration collective dans les périodes un peu creuses d'utilisation. Mais du coup, là, c'est les critères de normes sanitaires qui bloquent. Donc voilà, c'est vraiment des choses très concrètes en général qui bloquent, mais l'idée et la volonté sont déjà bien développées. Merci. Merci Louise. J'avais une question sur la pérennisation économique de ce type de programme. Quel pourcentage de... Est-ce, est-ce qu'on a étudié la pérennisation économique de ce type de programme? Et quel est le pourcentage de subventionnement? Est-ce qu'il y a des acteurs à solliciter sur long terme, la CAF ou autres, notamment pour un essaimage? Est-ce que c'est une réflexion à date? Peut-être qu'on va faire une double réponse avec Louise, parce que moi, je vais pouvoir vous répondre sur du potager à la marmite, mais Louise, tu pourras aussi intervenir sur cette question économique, peut-être au sein des projets avec qui tu as enfin, que tu as rencontré, si ça te va. Pour du potager à la marmite, le pérennisation économique, on n'a pas encore trop euh, réfléchi là-dessus. Pour le moment, on est 100% de subvention, hein. Louise le disait, dans le cadre du potager à la marmite, on n'a pas du tout fait participer financièrement les participants. Après, si on en venait à réfléchir à un modèle économique, je pense que on essaierait d'appliquer le modèle des cuisines collectives du Québec, à savoir les participants se réunissent et achètent ensemble les denrées et au marché, des choses comme ça, pour compléter les denrées. L'espace de cuisine, le matériel est mis à disposition et du coup doit être financé en amont et s'amortit au fur et à mesure du temps. Euh, voilà ce que je peux répondre par rapport à du potager à la marmite. Et ouais, voilà pour le moment. Ok, merci. J'essaie de rater Louise, au plus. attends, ouais, peut-être que Louise, tu veux compléter avec des retours que tu as eu sur d'autres projets. Oui, bah, je peux. Enfin, il y a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs modèles possibles. Enfin, il y a les structures que, du coup, comme tu disais, qui proposent, enfin, où les participants financent eux-mêmes leur panier alimentaire. Après, bah, du coup, il y a toutes les structures qui proposent des repas type restaurant solidaire où du coup il y a une rentrée d'argent puisque le repas est payant ou la participation, par exemple, si c'est un atelier est payante. Donc voilà, la structure peut rentrer dans ses frais, mais du coup ça limite l'accessibilité à des personnes qui peuvent débourser de l'argent pour ça. Après, il y a des structures qui sont... Enfin, il y a la possibilité d'avoir plusieurs activités et de se rémunérer différemment. Enfin, je pense par exemple enfin, les tiers-lieux alimentaires qui peuvent proposer plusieurs activités, je sais pas, des activités, des animations pédagogiques payantes d'une part qui permettent d'auto-alimenter une cuisine collective à côté. Enfin voilà, le fait de jongler un peu entre différentes ressources, sachant que dans tous les cas, il y aura une partie de financement. Je pense que c'est assez incontournable. Après, ça peut fonctionner aussi par appel à projet. J'avais notamment en tête c'est le SAMU social, du coup, je crois, l'appel à projet dont je parlais tout à l'heure, sur justement des lieux de cuisine pour les personnes hébergées en urgence. Donc, au niveau des structures à solliciter ou enfin des acteurs qui seraient légitimes, pertinents à financer ce genre de projet, bah, du coup, forcément, les collectivités et également bah, tout ce qui est logement social, bailleurs sociaux, c'est des acteurs qui peuvent être enfin,
non seulement être légitime et cohérent à financer ce genre de choses, mais aussi qui peuvent y avoir un intérêt au niveau de la vie de quartier, etc. Donc voilà, enfin, je pense qu'il y a plusieurs pistes à creuser au niveau des financements enfin, qui sont pas forcément peut-être les financeurs classiques de projets type atelier cuisine, etc. Enfin, voilà. Ouais. Ce que je peux dire pour compléter. Merci Louise. J'ai juste une petite question et après je donnerai la parole à Christine sur le rôle de la diététicienne. Enfin, c'est Manon qui a participé à l'expérience qui nous demande est-ce qu'il y a eu bien il y en avait une sur la première année, est-ce que ça a été le cas sur la deuxième? Alors, la deuxième année, vu qu'on a construit les thématiques des ateliers avec les participantes, on a effectivement une diététicienne de la ville qui est intervenue sur enfin, une session d'atelier en fait. On a fait un atelier avec elle pour chacun des groupes parce que dans les thématiques qui étaient ressorties lors des échanges avec les participants, il y avait quand même une question autour de l'équilibre alimentaire en général. Et là, c'était dans les tout premiers ateliers qu'on faisait. Donc, c'est également elle qui a proposé la recette. Et en fait, c'est vrai que on se rend compte à chaque fois qu'on a un nouveau groupe amorcé en ayant un intervenant et en ayant une recette proposée, ça aide en fait. Enfin, en tout cas, nous, dans notre expérience et dans notre expérimentation, ça nous a aidé. Donc oui, on a une diététicienne qui est intervenue une fois pour chacun des groupes. Et ensuite, on n'a plus de diététicienne, mais on a plutôt eu des chefs cuisiniers en fait sur certains ateliers de cuisine. Un des thèmes qui était ressorti, c'était cuisine végétale. Et on a une chef qui est intervenue et qui nous a fait. On a cuisiné 100% végétal, on a fait des lasagnes, on a fait de la mayonnaise, on a fait non, c'était pas de la mayonnaise, pardon, c'était bref, une autre sauce, mais voilà, à base de lait de soja. On a fait un gâteau, enfin voilà. Donc c'était un peu découvrir aussi tout ça. Mais du coup, c'est vrai que les liens avec les intervenants n'ont pas été les mêmes qu'en première année, puisque là, ça venait quand même d'un souhait, enfin en tout cas d'un besoin exprimé par les participants. Donc l'intérêt pour le sujet de l'atelier n'était pas le même. Ok, merci beaucoup. On a toute la question des ressources. Si vous, participants, ou même nous, intervenants, avons des ressources sur des initiatives qui tentent de faire de la mutualisation de cuisine et même de potager et qui documentent les freins. Donc, c'est Aïdane qui nous disait qu'elle était preneuse, comme qui suggère est-ce qu'un groupe, un réseau d'échange autour de ces projets serait pertinent. Donc, à voir pour la suite. On va y réfléchir. Merci pour cette intervention. Et il est déjà midi et je sais que Christine Aubry voulait prendre la parole. Christine, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, pas pour longtemps, mais je suis toujours là. Bah, d'abord, je voulais remercier Lucille et Louise en particulier, et puis Fanny en introduction pour ce travail qui est vraiment super intéressant. Je trouve qu'il montre, comme l'a dit l'un des intervenants, ça vaudrait vraiment la peine de continuer. Ça, c'est sûr. À commencer, enfin, d'abord et avant tout parce qu'il y a eu une dynamique locale qui s'est fortement construite. Et il est extrêmement dommage de ne pas pouvoir finalement, de manière importante et sur du long terme, maintenir cette dynamique locale. Ce que je voulais dire, c'est deux choses. Alors, je ne reviendrai pas sur les modèles économiques, sauf pour dire quand même que effectivement, il y a peut-être aussi à mobiliser des ressources étatiques. Il y a eu un appel à projet Mieux manger pour tous sur lequel je ne me prononcerai pas parce qu'il y aurait trop à en dire, mais enfin, bon, il a quand même financé un certain nombre de choses intéressantes. Mais très clairement, voilà, Mieux manger pour tous, c'est très directement ce que le projet PAM a voulu faire. Et d'une certaine façon, a commencé à faire. Donc ça, c'est du côté, on va dire, du ministère de l'Agriculture, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire du côté de la santé. On sait tous que des mauvaises alimentations, c'est des questions de santé qui sont repoussées à quelques années, mais qui vont exploser dans la figure. Donc voilà, gouverner, c'est prévoir, et donc il faudra arriver à prévoir le fait que dans ces quartiers, c'est très important de mener de manière vraiment soutenue et pas uniquement pendant 1 an ou 2 ans, des projets de ce type-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est l'importance du rôle du jardin. Ouais, ça s'appelle du potager à la marmite, donc voilà, bon. Euh, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Lucille, c'est aussi un lieu
bien sûr de production, un petit peu hein, pour la cuisine, mais aussi un lieu de rencontre. Et ça, pour tous ceux qui travaillent sur l'agriculture urbaine, c'est pas une découverte, mais c'est vraiment super, super important. Euh, et donc, je dirais, la priorité des priorités, en l'occurrence pour ce site-là, ça serait de pouvoir garder un jardin en état de marche pour les gens du quartier. Et je ne sais pas s'il y a des personnes de la collectivité Est ensemble autour de l'écran, mais très clairement, voilà, on sait tous que c'est un endroit qui est aujourd'hui un peu en discussion. C'est absolument nécessaire de pouvoir garder ça. Et je voudrais juste terminer par le fait que euh, la chaire finance une thèse actuellement, qui est d'ailleurs menée par une des jeunes personnes qui avait fait son stage dans le cadre de, alors pas vraiment du potage à la marmite, mais juste avant, euh, qui s'appelle Noémie Baubert. Voilà. Et cette thèse porte sur la transmission des savoirs culinaires et culturaux, donc autour des cultures, via les jardins associatifs de pieds d'immeubles, etc. Et je pense que ça va être assez intéressant de voir comment justement ce lien peut se faire à travers le jardin et bien sûr la cuisine, les deux allant vraiment ensemble. Voilà, moi je vais devoir vous quitter, mais vraiment merci. Merci à toi Lucille en particulier d'avoir rendu compte de ce projet. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'on puisse inscrire ce genre de travaux dans le temps, de manière voilà, que ce ne soit pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur 5 ou 10 ans, parce que c'est ça l'horizon pertinent pour ce genre de choses. Merci Christine. J'ai une réaction de Laurence Perrin que j'invite à... Oui, bonjour, merci pour cette présentation très riche. Je suis Laurence Perrin, je suis référente nutrition à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et je rebondis sur ce que vient de dire Christine. On a affaire à des publics qui effectivement on touche de près la maladie chronique. S'ils ne l'ont pas déjà, il y a quand même de forts risques qu'elle se développe. Et après, sans même parler de maladies chroniques, je vous ai entendu parler des écrans, des conseils qu'on pouvait se donner entre nous, etc. Je pense que c'est effectivement très important qu'il y ait un partenariat avec la coordination du contrat local de santé, avec les acteurs de santé autour, pour faciliter l'orientation vers les acteurs de santé locaux, parce que du coup, ils seront plus connus. Et ça peut vraiment faciliter l'orientation. Et puis aussi des partenariats sur la gestion du stress, du sommeil. Vous avez parlé de manger équilibré, des choses comme ça peut être aussi très intéressant. Ma collègue de la délégation départementale du 93 sur santé-environnement m'informe que justement l'ARS finance cette année l'animation du jardin potager. Donc je peux, Flore, si tu veux t'exprimer là-dessus, mais c'est effectivement l'enjeu pour nous, c'est que les projets de ce type soient interconnectés. On a un atelier jardin qui, s'il est déjà connecté avec de la cuisine, s'il pouvait être connecté avec de la santé, s'il peut être connecté avec de l'activité physique, la maison sport santé du coin, s'il peut être connecté avec de l'éducation au goût. En général, le jardin, il est près de l'école, donc il peut y avoir aussi un partenariat avec l'école pour travailler sur le volet jardin pédagogique, sur l'éducation au goût, le développement durable, lutte anti-gaspi, etc., qu'il peut y avoir sur les projets de restauration collective. Enfin bref, ça peut être très très riche. Évidemment, ça nécessite que les acteurs se connaissent, qu'il y ait une bonne interconnaissance et un développement j'ai envie de dire, de coopératives d'acteurs. Et là aussi, l'agence soutient ce type de projet. Voilà. Flore, si tu veux rajouter quelque chose sur votre financement de cette année. Oui, effectivement, on a ces dernières années, hein, l'ARS, en tout cas à côté des D93, mais c'est général également au niveau régional, on commence à s'investir sur ces questions de lien, d'importance du jardin potager, le lien avec la santé et le lien avec la nutrition en particulier. Donc cette année, on a déjà commencé à financer via le fonds d'intervention régionale deux sujets sur ces projets. Pardon, 2 projets sur ces sujets. Et je pense que ça va être amené à se développer dans les années prochaines. Donc voilà, ne pas hésiter à postuler pour la prochaine campagne de financement.
Et au-delà de postuler, je vous invite vraiment à vous rapprocher de la coordination du contrat local de santé, de mes collègues, des référents nutrition en département. Flore, elle est sur le volet santé-environnement. Moi, je peux faire le lien au niveau régional pour vous réadresser, pour présenter vos projets, pour qu'on puisse faire de l'interaction et voilà, on travaille aussi avec l'agriculture, on travaille avec le volet cohésion sociale d'Atril, on travaille avec le volet sport. Enfin bref, on peut être aussi, vos connaissances des acteurs nous intéressent et la connaissance de mes collègues du terrain peut aussi être intéressante pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci pour ce temps de parole. Merci pour justement d'avoir réagi et donné toutes ces informations. Il est déjà 12h08, donc Lucille, Fanny, Louise, n'hésitez pas à me dire. Je pense qu'on va pouvoir clore. Il y a eu pas mal de réactions et donc juste pour préciser que la présentation et la rediffusion sera envoyée à tous les participants et également toutes les informations complémentaires de ressources que nous sommes en mesure de vous donner. Ouais, et peut-être juste pour... voilà, on vous communiquera aussi dès que les différents supports que j'ai rapidement présentés tout à l'heure seront disponibles et accessibles. Voilà, ils seront partagés avec chacun d'entre vous. Super. Eh bien, merci à toutes et tous les participants. Merci Émilie. Merci à tous. Merci à tous. Et ouais, et effectivement, également aussi, si jamais certains d'entre vous ont des projets un peu similaires, qui souhaitent monter, ont besoin d'échanger davantage, au niveau du Lab 3S, on se tient disponible évidemment pour partage d'expérience. Et merci à tous.